Salut les grébistes, bonjour à tous. On va faire des petites vidéos là parce qu'on voit pas mal de choses passer sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, Twiza, les blogs, qui nous chagrinent un peu parce que c'est des erreurs qui sont fréquentes, que beaucoup de gens ont déjà fait avant et qu'on revoit encore et encore sur les réseaux et vraiment ça nous fait mal au cœur parce que c'est de la perte de temps, c'est dangereux pour les constructions, etc. Donc on voudrait mettre ça un peu au clair dans des séries de vidéos. Donc la première chose, c'est tout ce qui est diamètre des vis. Donc c'est pas pour rien que c'est le diamètre 5 qui est préconisé dans la technique du greb, parce que vous avez des montants qui font 40 mm et le fait de mettre des vis rien que de 6 mm, on se dit que c'est pas grand chose de plus, mais vous risquez d'avoir les montants qui fendent. Et donc si le montant fend, en fait, en voulant augmenter la résistance mécanique de votre assemblage en mettant des plus grosses vis, finalement vous l'avez détérioré. Donc c'est vraiment pas conseillé d'augmenter les diamètres des vis. Autre élément, ce serait de les mettre plus longues. Et plus long, là aussi, c'est problématique parce que potentiellement, vous allez traverser la lisse basse, passer de l'autre côté et donc percer la rupture capillaire. Si votre rupture capillaire est percée, ça veut dire que votre lisse basse, donc qui est le fondement de votre mur, elle ne sera plus protégée par les ruptures capillaires, donc potentiellement, on va être soumis à la pourriture. Et là, clairement, ce n'est pas une bonne option de faire ça. Dernier élément sur les vis, c'est de mettre les vis par le dessous quand on fait de la préfabrication. Donc certains préfabriquent les ossatures au sol avant de les lever. Pourquoi pas, c'est une technique qui fonctionne bien. Mais par contre, si vous mettez les vis par le dessous de la lisse basse, au lieu de les mettre à 45 degrés, 60 degrés comme on fait d'habitude sur la technique du greb, la problématique c'est que du coup vous n'avez plus accès à ces vis-là. Et si jamais vous voulez rectifier la position d'un poteau, rectifier l'équerrage d'une fenêtre par exemple, des choses comme ça, en fait vous n'avez plus accès aux vis et vous ne pouvez plus modifier. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est mettre un coup de tronçonneuse et un coup de pied de biche. Donc c'est un peu dommage. Laissez les vis à 45, ça marche très bien et vous n'avez pas de souci avec ça. Autre élément, c'est tout ce qui est contreventement. On voit trop souvent des murs qui ne sont pas assez contreventés. Les contreventements provisoires, c'est très important parce que pendant la phase chantier, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un orage, une tempête, en tout cas des vents assez violents qui peuvent pousser votre bâtiment. Et là, c'est vraiment le risque d'effondrement que vous avez, qui est quand même, je pense, assez conséquent. Donc, pensez bien à contreventer avec des pièces de bois à 45 degrés au maximum qui couvrent toute la surface du bâtiment et non pas uniquement les 4 angles. Autre élément, c'est le remplissage paille. Alors là aussi, on n'arrête pas de le voir, c'est des gens qui remplissent intégralement le mur de paille avant de passer au mortier. C'est tentant parce qu'on se dit on finit la phase sèche et après on fera la phase humide, mais clairement c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et de qualité. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand vous allez construire la technique greb, normalement on fait un rang de paille, on coffre, on coule. Deuxième rang de paille, on coffre, on coule. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, votre paille est couverte. Vous n'avez jamais de paille qui est exposée aux intempéries. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, quand on coule le mortier, il faut le couler absolument des deux côtés en même temps, parce que le mortier est assez lourd. Et si vous ne coulez pas bien des deux côtés en même temps, ça risque de pousser le ballot. Et donc vous vous retrouvez avec 7 cm de mortier d'un côté et 2 de l'autre. Donc ça marche, c'est vraiment problématique d'avoir cet écart-là. Et donc, si vous avez tout rempli en paille, comment vous savez où en est le remplissage de l'autre côté du mur? Vous ne vous voyez plus, vous ne vous entendez pas très bien parce que tout est fermé avec de la paille. Voilà, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus comment remplir. Donc ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire aussi pour le remplissage. Et dernier élément, c'est que justement, le fait que vous vous retrouvez face à un mur pour remplir, en fait, vous avez le mur devant vous et vous devez le remplir de mortier. C'est beaucoup plus compliqué que quand vous êtes dessus et vous pouvez remplir un côté puis l'autre. Ça, c'est vraiment beaucoup plus simple à réaliser. Pour finir, c'est tout ce qui est composition des mortiers. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent inventer des choses sur les mortiers. Alors, c'est vrai, il y a pas mal de choses qui bougent, mais c'est vraiment nécessaire de bien se renseigner avant et éventuellement de faire des essais là-dessus. Donc, en ce moment, il y a plein de choses qui bougent, notamment sur le fait qu'on remplace le mortier greb par un mortier à base de plâtre. Plâtre sûr, mais pour ça, ceux qui l'ont fait, ils ont fait des essais en labo, ils ont fait des tests grandeur nature. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites là-dessus, donc ce n'est pas des essais juste au hasard.
Sur les compositions, si vous dites tiens, en fait, je ne vais pas mettre de l'assure, je vais mettre du copeaux, moi je voudrais utiliser de la chaux NHL 5Z, enfin voilà, des compositions en fait, qu'on ne maîtrise pas forcément. Vraiment là, éviter d'innover sur des choses en fait, où il y a 2 risques majeurs. Le premier, c'est de compromettre la résistance mécanique du mur. Donc s'il y a du ciment dans le mortier, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on en a besoin au niveau résistance mécanique, parce que le ciment est presque 10 fois plus résistant que la chaux, et aussi pour le temps de coulage et de décoffrage. Et donc c'est bien d'essayer de viser à en mettre moins, notamment sur l'ITE. Vous n'avez pas besoin d'avoir de résistance mécanique, donc on peut très bien faire sur des rénovations de l'ITE où on ne mettra pas de ciment. Voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on sait qui fonctionne. Mais par contre, commencer à se dire « Ah non, mais moi je vais le faire avec un remplissage chaud-champ, je vais le faire avec un remplissage terre ». Si ce n'est qu'un remplissage, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, il faut vous assurer uniquement que vous respectez les règles de perspirance de la paroi. Et ça, vous retrouvez ça dans les règles professionnelles. Ça se calcule et on sait le vérifier que ça marche ou ça ne marche pas. Mais à partir du moment où vous comptez sur le mur grèbe d'un point de vue mécanique dans votre bâtiment, que c'est lui qui fait vos murs porteurs, là clairement, il ne faut pas commencer à innover sur des recettes différentes. Voilà, donc c'était un peu les 4 thèmes qu'on avait en tête. J'espère qu'il y aura un petit peu d'interaction suite à cette vidéo, que ça vous lèvera peut-être des réactions, des questions. Et puis, on pourra y répondre sous d'autres vidéos, qu'on pourrait faire d'autres interventions. Et on aimerait bien justement avoir cette interaction avec vous, avec la communauté, les internautes, pour essayer d'aborder des problématiques, des questions, d'aller plus loin. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire et on essaiera de traiter d'autres questions. Merci à vous et à bientôt.